الآن أنا في عمري 80 سنة، قررت باش نسجل مذكرات ديالي لأنها فيها أشياء مهمة لتاريخ المغرب، لحقوق الإنسان ولقضية المهدي بن بكر. Je le présente Ahmed Boukhari, marocain, né en 1939, Assafi, fils de Abdelkader Ben Mohamed, Taqiya bint Abdelkader, Afifi. Je suis né à Safi en 1939. J'ai fait mes études primaires et secondaires jusqu'à la 3e année à l'école de Tabsini à Safi. Je suis marié à Rita Ben Srer et père de 5 enfants, dont 4, dont 3 d'un précédent mariage. J'ai épousé Hajja Rita Ben Srer le 26 décembre 1964 à Casablanca. Je suis donc originaire de la ville de Safi, mais d'après ce qu'avait dit mon père, mon grand-père, Haj Mohamed Boukhari, faisait partie d'une famille originaire de Meknès qui travaillaient tous dans l'armée de Moulay Ismaïl, de père en fils. Vers la fin du siècle dernier, vers 1895, mon grand-père avait eu un problème à Meknès et a été obligé de se déplacer en famille à la ville de Safi. À Meknès, mon père exerçait comme forgeron avec tous ses enfants. Il avait 4 fils et 2 filles. À leur arrivée à Safi, ils se sont installés pour travailler comme forgeron, un métier avec qui ils gagnaient largement leur vie. Mon père était le dernier, le petit frère de ses frères. Il est né vers 1885 à Meknès, c'est le dernier. Arrivé à Safi, il se rappelait, quand il était très jeune, il allait au Cid pour apprendre le Coran, il se rappelait très bien de l'oued al-Hamla. Al-Hamla, c'est l'oued qui traversait toute la ville à partir de Bab Shaba. Je me rappelle bien d'un calendrier historique de la ville de Safi, où cet événement de l'Hamla était inscrit en 1900. Autrement dit, mon père avait environ 5 ans quand il y avait l'Hamla, et que son grand frère, est arrivé pour le prendre sur son dos. Mes oncles pratiquaient tous presque le même métier, c'est-à-dire la métallurgie, la forge. Et parmi les 4 frères de mon père, il y avait Ahmed, qui était tourneur. De ma jeunesse, de mon enfance plutôt, à la ville de Safi, je me rappelle très bien du débarquement américain qui avait eu lieu en 1943. À cette époque, j'avais 4 ans. Je me rappelle bien des militaires américains qui avaient envahi la ville de Safi. La ville de Safi était une région militaire où il y avait une caserne. Et partout où il y a une caserne, normalement, il y avait ce qu'on appelle les bordels. Les bordels. C'est un quartier réservé pour la prostitution et la débauche. Je me rappelle également des événements concernant l'histoire du Maroc. C'était en 1953 et 54. C'était le 20 août 1953 et le 20 août 1954. Il y avait des manifestations à la ville de Safi et dans notre quartier, c'est le quartier Trabsini, à Tourabsini, où il y avait des Européens qui habitaient dans ce quartier, surtout des Portugais, quelques Espagnols et 2 ou 3 couples français. Je me rappelle de ces manifestations. Pour nous, à l'époque, j'avais 14-15 ans, on était intéressés surtout par le vandalisme. On avait attaqué une épicerie qui vendait de l'alcool, et on avait dévalisé, je me rappelle bien de ces événements. Je me rappelle également de l'intervention des militaires sénégalais qui avaient tiré sur la foule. Et je me rappelle très bien qu'il y avait des morts ou des blessés graves à ma gauche et à ma droite. En 1955, le roi Mohamed V était de retour d'exil. Je me rappelle bien qu'il avait fait un discours où il lisait une feuille de papier à la main, en bas de la passerelle de l'avion. Il était accompagné de tous les membres de sa famille. Ça s'est passé en novembre 1955. En 1956, je jouais à l'équipe de football de Safi. J'étais junior de 17 ans et je jouais en équipe première, grâce à un certificat médical dans lequel le médecin disait que j'étais apte à jouer avec les seniors. À l'époque, c'était l'indépendance du Maroc, en 1956. En janvier 1957, j'ai rejoint les rangs de la Sûreté nationale à l'âge de 18 ans, en tant que fonctionnaire de police. Après une légère formation de 4 ou 5 semaines, j'ai été affecté à la ville de Marrakech, à la sécurité publique, au 4e arrondissement de Arsat el-Maïch, à Marrakech. À l'époque, je me rappelle bien des policiers qui étaient en stage avec moi et que j'allais retrouver des années plus tard. Il y avait le fameux Driss Basri, il y avait Mahmoud Hachan, il y avait Milou Tounzi. Milou Tounzi qui allait être très célèbre dans l'affaire Ben Barka en 1965. J'ai exercé à Marrakech pendant une année, en 1957, au cours desquels j'ai assisté à des événements très graves, des événements qui étaient causés par des policiers du 7e arrondissement de Casablanca, la police politique, qui s'était déplacée en groupe à Marrakech pour effectuer quelques missions. Ces missions consistaient à liquider physiquement
plusieurs dirigeants du parti, le PDI, le Parti démocrate indépendant, qui était en concurrence avec le parti de l'Istiqlal. Le parti de l'Istiqlal à l'époque était presque unique. Il dominait la scène, il occupait la scène à 90%, la scène politique. Ces événements, je les avais vécus de près, car juste derrière le commissariat où j'exerçais, à Arslemas, il y avait des villas qui étaient occupées par des bourgeois marocains et juifs. Les villas occupées par les Marocains, dans ces villas occupées par les Marocains, il y avait quelques responsables régionaux du parti PDI qui avaient été brûlés vifs devant, chez eux, dans leur foyer, devant leurs femmes et leurs enfants. Ces événements sont restés gravés dans ma mémoire, car aujourd'hui, à mon âge, 80 ans, je me rappelle encore de ces événements comme si c'était hier. Après avoir exercé à Marrakech pendant une année, au cours de laquelle, cette année, je m'entraînais avec le Coca de Marrakech, l'équipe de football, et je jouais à Safi. Je continuais à me déplacer une fois par semaine avec l'équipe de Safi. À l'époque, la sécurité nationale était en train de constituer une équipe de football à Casablanca. Et les responsables de cette équipe avaient décidé de faire des enquêtes dans toutes les sécurités régionales du pays pour rechercher des footballeurs, des jeunes footballeurs policiers, des jeunes policiers footballeurs. Quand je jouais à l'époque à l'équipe de Safi, en seconde division, j'ai été repéré par ces responsables de l'équipe de police à Casablanca. Ils m'ont affecté à Casablanca pour jouer avec l'équipe de la police. Arrivé à Casablanca en 1959, en janvier 1959, j'ai été muté, j'étais plutôt affecté au 7e arrondissement de police, c'est-à-dire la police politique. Cette même police qui avait effectué des assassinats à Marrakech en 1957. Je m'excuse, c'était en janvier 58. Quand je suis arrivé à Casablanca, c'était en janvier 58, et non pas 59. Dans l'équipe de la police, l'équipe était dirigée par Si Hassan Safrioui, qui était à l'époque commissaire central à Casablanca, et par Si Ali Belkacem, qui était le chef de la sécurité régionale de Casablanca. Dans cette équipe de police, il y avait plusieurs joueurs qui faisaient partie de la grande équipe du Wydad de Casablanca dans les années 40 et 50. Ces joueurs étaient en fin de carrière. Je me rappelle bien qu'il y avait le gardien de but, c'est Mohamed Slopis, il y avait l'arrière droit, Abdelnoui, il y avait l'arrière central, Ahmed Oudelriyad, il y avait le demi-droit, Abdelrahman Afari, il y avait le demi-gauche, Abdelkbir Zahar, il y avait Abdeslam Bnouaïda à l'attaque. Tous ces joueurs faisaient partie du Wydad de Casablanca. À l'époque, je jouais comme inter-gauche, milieu de terrain, je marquais des buts très souvent. Dans le 7e arrondissement où j'ai été affecté, je faisais un travail de bureau. La plupart du temps, j'étais seul, au premier étage, avec une fenêtre, plutôt un petit balcon qui donnait sur la cour. Je passais la plupart de mon temps à regarder ce qui se passe dans la cour. Dans cet arrondissement de police, le 7e, le célèbre 7e arrondissement, il y avait le patron de l'arrondissement qui était Hussein Srer, un commissaire de police, qui était 2 ans avant, qui était simple plombier au marché de la rue Lagadir. Il y avait Ahmed Touel, qui était commissaire de police également, qui allait devenir très célèbre après avoir assassiné la jeune pilote marocaine à l'époque, Touria Cheoud. C'est Ahmed Touel qui l'avait liquidé. Cet assassinat est resté un grand mystère parce que tout ce que faisait la police du 7e arrondissement était impuni. Cette police du 7e arrondissement, la première police politique au Maroc, était vraiment très protégée par les hautes autorités du pays, par le prince Moulay Hassan, le prince héritier Moulay Hassan, et par le roi Mohamed V. Cette police politique dépendait directement du patron de la sécurité nationale, Mohamed Ghazoui, directeur général de la sécurité nationale. C'est le premier directeur général de la sécurité nationale. Il était un milliardaire, il était plutôt l'homme le plus riche du Maroc à l'époque. Il faisait partie des barons du parti de l'Istiqlal. À ce titre, il avait financé en grande partie les activités du parti de l'Adel Fessi. Parmi les responsables du 7e arrondissement, j'ai déjà cité Hussein Srer et Ahmed Touel, qui étaient tous les deux des commissaires de police. Je cite encore quelques-uns dont le nom. Il y avait Mehdi Namoussi, il y avait Ibrahim Labdi, qui était originaire de Safi, et il y avait à peu près une trentaine de policiers de différents grades, dont la plupart étaient des inspecteurs de police ou des gardiens de la paix. Tous ces 30 policiers étaient tous des anciens résistants. Ils avaient été recrutés à la DGSN au mois de mai-juin 1956 pour former cette première police politique du pays. On les avait choisis pour en faire des liquidateurs des anciens résistants qui ne voulaient pas s'aligner sur la politique du pays. Tous ces policiers, tous grades confondus, étaient de véritables hors la loi. كانوا رجال خارجين على القانون. يجهلون القانون تماما. الأغلبية فيهم ما كانش قاري.
y compris les chefs, y compris Ahmed Touel et Hossein Srar, qui étaient commissaires de police. Ou Medina Moussi également était commissaire. Dans ce bureau où j'exerçais, je faisais le secrétariat du 7e arrondissement. Il y avait un registre permanentiel qui était toujours blanc, il n'y avait rien d'écrit, et il y avait très peu de dossiers dans les archives. Ces policiers du 7e arrondissement connaissaient parfaitement les habitudes de leurs anciens camarades pendant la période de la résistance. Ils étaient en permanence à la recherche, à la grande traque, des anciens résistants qui ne voulaient pas s'aligner. Et comme ils connaissaient leurs habitudes, ils savaient également où ils étaient planqués. Parce que pendant les 2 années de la résistance, en 54-55, ces résistants étaient planqués quelque part, soit chez des maîtresses, soit dans des pioles quelque part à la ville de Casablanca et ailleurs, dans d'autres villes du Maroc. Et surtout Casablanca. Ces policiers du 7e arrondissement, que je qualifie tous, sans aucune exception, d'assassins, des hors-la-loi et des assassins. Parce qu'ils formaient 4 ou 5 groupes de 6 à 7 personnes à peu près, et avaient tous les moyens nécessaires pour faire cette chasse aux anciens résistants. Ils avaient comme voiture de très belles voitures américaines ou suédoises, Volvo, ou Chrysler, ou Ford Mustang, qui appartenaient à la famille de Mohamed Razaoui, à Rabat. Il m'est arrivé très souvent à l'époque de regarder par le balcon ce qui se passe en bas, à la cour. Et je voyais très souvent de grosses voitures américaines qui entraient avec 5, 6, 7 policiers à l'intérieur et 1 ou 2 personnes dans le coffre de la voiture. Ils descendaient, ils ouvraient le coffre et ils sortaient les personnes qui étaient à l'intérieur, qui avaient les mains avec les menottes derrière le dos et qui avaient des capuchons sur la tête. Parfois, il y avait un sac, c'est-à-dire un sac de blé qui était mis sur la tête et tout le corps. Ils descendaient ces personnes-là et ils les mettaient en garde à vue. Au 7e arrondissement, il y avait des geôles avec des policiers, des geôliers. Ils confiaient ces personnes enlevées, ils les confiaient aux geôliers, aux policiers geôliers, et ils s'en allaient comme ça, pour aller consommer de l'alcool dans les bars et dans les maisons de débauche. Ces policiers du 7e arrondissement étaient tous, sans aucune exception, des débauchés, des soulards et des assassins. J'insiste sur le mot assassin parce que j'ai vu plusieurs cas d'assassinat, plusieurs. Au moins une vingtaine, au minimum. Au moins. Ces policiers qui étaient à la recherche des anciens résistants, des soi-disant rebelles, travaillaient surtout pour leur compte. C'était la période 1956-60. C'est la période des règlements de compte, des enlèvements, des disparitions, des assassinats, presque tous les jours. Chaque équipe avait à sa disposition une voiture américaine ou suédoise, Volvo, et ils se déplaçaient constamment. Ils travaillaient souvent à Casablanca, mais ils se déplaçaient également dans d'autres villes. Une fois par semaine, le chef de l'arrondissement, Hossein Srar, le commissaire Hossein Srar, se déplaçait avec Medina Moussi, qui était son adjoint, le commissaire Medina Moussi, se déplaçait à la DGSN, à Rabat. Hossein Srar était également, et Namoussi également, faisait partie des dirigeants de l'équipe de football de Casablanca, la SPC, Association sportive de la police de Casablanca, qui était entraînée à l'époque par le père Gigot. Le père Gigot, c'est Belhassan, le père Gigot, qui entraînait également l'équipe du Raja de Casablanca, et qui faisait partie des créateurs de l'équipe du Wydad vers la fin des années 30. Ces détails sont importants parce que le football a joué un rôle très important dans ma vie. En arrivant à Casablanca, à la SPC, l'association de la police, j'ai trouvé comme entraîneur le père Gigot. Le père Gigot m'avait choisi pour jouer également au Raja de Casablanca. Ça s'est passé en 59, 60, 61. Il m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner à Rabat le commissaire Hossein Srar et le commissaire Medina Moussi. On partit directement à la DGSN pour voir le grand patron de la sécurité nationale, Mohamed Razaoui. Ou bien, on allait directement dans sa villa, sa magnifique villa, au quartier celui-ci. À la DGSN, l'homme fort de l'époque était Driss Hassar, un commissaire de police principal, originaire de la ville de Salé, qui exerçait la fonction de directeur de cabinet de Mohamed Razaoui. Je me rappelle bien qu'à l'époque, j'étais encore jeune, j'avais à peine 20 ans, en 59. Je me rappelle bien de cette magnifique villa où résidait Razaoui, de ces magnifiques salons où on devait l'attendre. C'était une sorte de roi à l'époque. Il n'avait rien à envier à Mohamed V, parce que sa fortune, à lui seul, était estimée à 2 fois la fortune de toute la famille royale. Tous les membres de la famille royale, la fortune de tous les membres de la famille royale, était estimée à peine à la moitié de la fortune de Mohamed Razaoui, qui était à l'époque un grand transporteur et un propriétaire de fermes. Il avait 3 ou 4 fermes, mais des immenses fermes pour l'élevage. Mohamed Razaoui était très influencé par Edgar Hoover, le patron du FBI. Mohamed Razaoui avait choisi un exil volontaire aux États-Unis, où il avait parmi ses amis Edgar Hoover.
Edgar Hoover, H-O-O-V-E-R. Edgar Hoover était le patron du FBI. C'est lui qui avait créé le FBI et c'est lui qui a été le patron pendant de très très longues années. Mohamed Razaoui avait été choisi par les dirigeants du parti de Sirlan pour occuper le poste très important de directeur de la sécurité nationale. C'est un poste qui était beaucoup plus important que le poste de Premier ministre, de président du gouvernement. Parce qu'il dépendait directement de la famille royale, il dépendait directement du roi, Mohamed V, et du prince héritier Moulay Hassan. La police politique à l'époque était placée sous l'autorité du prince héritier Moulay Hassan. Le prince héritier donnait ses instructions à Mohamed Razaoui, qui à son tour donnait ses instructions à Hossein Srer, à Ahmed Touel et à Medina Moussi. Les missions secrètes dont ils étaient toujours chargés, c'était de liquider et d'assassiner des gens. Au cours de la chasse aux anciens résistants rebelles, les policiers hors la loi étaient sans pitié. Ils faisaient des surveillances pour arrêter les rebelles, les anciens résistants rebelles. Dans la plupart des cas, ils les torturaient à mort et faisaient disparaître les cadavres. Ils les torturaient à mort dans le 7e arrondissement. Tous les crimes commis à l'époque sont restés impunis. Mohamed Razaoui, le patron de la sécurité nationale à l'époque, entre 1956 et 1960, avait été très, très influencé par Edgar Hoover, le patron du FBI aux États-Unis. Lorsqu'il avait accepté le poste de directeur de la sécurité nationale, il avait l'intention de garder ce poste pendant des dizaines d'années. Au moins 20 ou 30 ans, le minimum. Car il avait fait beaucoup d'investissements à l'époque où les caisses de l'État étaient vides. Au lieu de désigner à la tête de la sécurité nationale, il est arrivé avec les moyens également. Parce qu'il y avait ses voitures, les voitures de sa famille. Il les avait mis, au moins une dizaine de voitures, il les avait mis à la disposition du 7e arrondissement. Et il finançait de ses poches la sécurité nationale, toute la sécurité nationale. Il recrutait des policiers par milliers, les formait et les affectait dans les sécurités régionales du pays. Il devait assurer toutes les finances de la sécurité nationale. C'est lui qui finançait de ses poches la sécurité nationale. Je me rappelle bien de ce personnage qui était souvent avec des lunettes noires. On ne voyait jamais ses yeux. C'était un bourgeois et tout le monde lui baisait la main, comme on le faisait pour le roi. C'était un personnage qui traitait tous les policiers sur le même plan que les employés qu'il avait dans ses entreprises ou dans ses fermes, dans ses entreprises de transport en commun ou transport routier, et dans ses fermes. Tout le monde lui baisait les mains. Mohamed Razaoui était un homme désorganisé, parce qu'il avait dans ses bureaux à la DCSN plusieurs dossiers concernant ses sociétés de transport, ses fermes, ses entreprises routières, de transport en commun, de transport routier. Il était un multimilliardaire à l'époque qui accordait très peu de temps à l'organisation. Ce détail est très important parce que je vais en parler par la suite. Car avec la création du Cap 1 en 1960 et l'arrivée des colonels américains de la CIA, au mois d'août 1960, on avait retrouvé dans ces bureaux plusieurs cartons pleins de papasses qu'on croyait que c'était des archives de la sécurité nationale. Et c'est du secret plutôt. Je pense que ça fait à peu près une heure que je suis en train. باش نهضر شويه على ما هو نسيت ما هضرتش على الطفوله ديالي ولا والدي الله يرحمه الحاج عبد القادر البخاري تزوج الام ديالي زوفيرون ديال 1923 ولا 22 الام ديالي غتكون زايده تقريبا في 1906 ولا 1907 لان الولد الكبير ديالها سي محمد زاد في 1925 الولد الثاني ديالها سي محمد زاد في 1927 الولد الثالث ديالها سي عبد السلام زاد في 1923 والبنت لازين زادت في عام 1931 البال غتغيب سنين عاد غتولد البدول اختي في 1937 عاد جيت انا هو الاخر 1939 كان عندي واحد الاخ ديالي زيد عليا بينه وبينه عام تقريبا ولا عامين اسمه مصطفى كنعقل عليه من في الوقت قبل ما يتوفى في العام ديال ذاك العام كان فيه الجوع العام ديال الجوع كان في تقريبا في 1944 هكاك ولا 45 فاش توفى هو نعقل نهار فاش توفى كان فيه ذاك ما عرفتش المرض ديك الساعه مال تيفوس ولا شي حاجه بحال هكا كنا كنعسونو فيها في بلاصه وحده وكان عندك ما عندك ديك الليله مسكين في الصباح لقاو ميت من بعد عامين تقريبا مورا الحادثه في عام 46 في الاول ديال 46 الوالد ديالي كان ديما انا مين عقلت عليه هو ديما كنعقل كي لا فيولونس في الدار كان مجهد بزاف كان راجل فيه تقريبا في الطول 185 الوزن ديالو دائما الوزن ديالو قنطار 100 كيلو لانه ملي كان تيصاوب 100 يدير الطراج كيطاري به هو فيه 100 كيلو وكان صحيح كان ديما تيضرب الوالده ديالي داكشي بنتي وانا صغير كنشوف هادشي في عام 46 قرروا باش يتفاقوا لا زلت واحد الفكره عندي في بالي الان ما عمرني ما ننساها هما غاديين لعند العلول لكن تولدوا ديرني ديال ولاد ديال الوالده تمشي لعندها وكتفاني كتقول لي سير باش نبعد منها كنعاود نمشي لعندها هادشي قدام المكتب ديال العدول واحد شويه ما عقلش حتى طفات ما عرفتش واش وقع ليا الوالد ديالي من بعد عرفت واش وقع ليا ضربني بواحد الصفيقه بحال ضربني بكود بوان ديال 100 كيلو اللي فيه هو جي بيري كونيسونس تقريبا واحد 2 ou 3 jours فقط سيتي ان كاو تكنيك يعني دوده
من بعد باش في نفس السنه ربما 3 شهور ولا شهرين بعد الوالد ديالي تزوج واحد المراه، وبدات تولد لي هذيك المراه من العام الاول. ولدت لي الولد الاول سماه مصطفى على خويا اللي كان مات، مصطفى سماه مصطفى زايد في عام 1947. هذا مصطفى بيني وبينه 8 سنين. من بعد زادت المراه فاطمه عام ميلاد عام ونص. من بعد زاد حسن. ومن بعد زاد لائحه طويله وصلوا فيها 13. مزوج هذيك السيده ما بين 1946 حتى 1972، تقريبا 26 سنه. غادي يفرق معها حتى هي، ويقول لي مشاكل معها ويفرق معها. زوج واحد المراه اسمها فاطمه، كانت عندها واحد البنيه. الخو ديال عمامي ديال الوالد كما فتيه ذكرت من قبل كلهم كيديروا نفس المهنه، يعني لا فورج الحديد لا ميتالورجي، الصناعه ديال الحديد. الوالد عندي في 1920 تخصص في صناعه الميزان، صناعه الميزان يدير الموازين. والخو ديالو كان عنده اللي زيد عليه هو اسمه محمد، كان طول من موراه كان كاين السدريس الله يرحمه، وكاين السعد الله يرحمه هو الكبير. في عام 1946 منين وقع لك الحديث مع الام ديالي في وقت الطلاق ديالهم ابي الوليد، بقيت من بعد باش منبقاش الوالده كاتبه، قالوا لي الوالده ديالك راه ماتت. مشيت في بالي بان الوالده ماتت حتى العام 1954. كانت عندي 15 عام. هذا عرف بان هو الوالده ديالي راه ماشي ماتت من فرقت مع الوالد، زوجت واحد السيد اخر ولدت معاه، ولد بنت ولد فاطمه وابراهيم. هذه ديتاي سون امبورطون باش نعرفوا. Par la suite, dans ma vie, dans ma vie privée, je n'ai jamais eu d'attachement dans ma vie de famille. ما كنحسش بشي اتاشمون كبير مع يعني زوجت برومي مارياج في 1959، ولدت 4 دراري، 2 بنات و2 ولاد. مات واحد ولد بقاو 3. هذيك ما عمرني ما عرفت معها السعاده وعمرني كنت انا اللي اخترتها. تفرقنا ومن بعد عاد جو في ما في مع الحاجه غيتا نصغر. تزوجت له 26 ديسمبر 1964 هكذا. كاين بعض الاحداث اللي وقعت بالاخص في 54. كنت انا بديت بالكره من الصغر ديالي، وكان الوالد عندي ملي كنكون ماشي في المدرسه تيبغوني نعاونو في الحانوت ديال الفاتوري ديالو ديال الدولار المصري صناعه الميزان. وكنت ديك الساعه ندير الكره كنمشيو نلعبو. جا واحد النهار كيقلب عليا في ديك البلاصه فين كنلعب الكره، لقاني هضر معايا اللطف قال لي يلاه معايا بوتك. جيت معاه من بعد وصلت للحانوت، دخلني وسد السكرون للداخل. انا عطاني كانت عندنا في هذيك الحانوت واحد سوبونت عطاني فوق، عطيت سير فيا ما عرفتش واش جاب لي واحد الوقت. بقيت غادي سير كبيره وعند كل اللي كنت معاهم الناس تيسمعوا الخوات ديالي لي بوازان تيجوا كيدقوا في الباب باش يحليهم واش يحليهم. هذا انا نقسم ديك السوبونت من الفوق، عديت الباب حليت السكرون وغلبت ايميدياتمون مشيت ديريكت للبحر باش نسويسيدي. مشيت جيت ترسيني في كانوا كيلعبوا الزبل في لافاليت اللي كانوا كيلعبوا فيها الزبل. من تما كنت غادي نتلاح، حبسني واحد اسمه واحد الصياد ديال كابتن الصياد اللي كتواصل معاه اسمه بوجمل. من تبع عندنا هذاك السيد لاح عليا واحد السميك تنطلع في البحر. صيت لي هذاك الشيء وقع و 1954 جافي 15. دابا غادي نرجع لابيريود ديال الغزاوي. كما قلت من قبل محمد الغزاوي كان واحد الانسان اللي ملياردير، يمكن سيرتينمون لو بلو ريش دو ماروك. عينوه كمدير الامن الوطني على قد الاموال اللي كانت عنده، لانه اللي كيصدوا لي كانوا خاويين. إذا بيزون دو كيلكان كي افيك لارجون باش يخلص، باش يكون مدير ويخلص بحال راه اداره الامن، راه بحال اين افير ديالو، بحال يون توبي دو ترونسبور ولا الفام ديالو. حكم عنده الاملاك في المغرب كامل، كان عنده لي بيان، كان عنده لي كار دو ترونسبور، لي كاميون دو ترونسبور، كان عنده ايتي ايمونسيمون ريش. كان بزاف البلدان كيفتح فيهم كوميساريات جداد في الاملاك ديالو. وكان تيكوموندي الكيران مع هو ترونسبورتور ديال الكيران، تيكوموندي الكيران اللي هو سي زونتربريز اي بور لا سيتي ناسيونال. ديك الساعه كيجيو الكيران فولفو، ديك الساعه فولفو سي لا ميور مارك. فهاد المده ديال 4 سنين دوز في الامن الوطني. كما فات لي سبق الحلقه الاولى هضرت على الساتيم ارونديسمون اللي فيها غير المجرمين، غير القتاله، غير كلشي. لا ما نحيدش فيهم واحد، كلشي شفار، كلشي خطاف، كلشي قتال. الناس اللي كانوا في كنعقل بريسك كان عندهم 2 ولا 3 زارم. عندهم البيستولي ديالهم ديال لا سيتي ناسيونال، بيستولي اوتوماتيك، وعندهم 2 ولا 3 ريفولفير بليس ميترايت. كل واحد انا سي فريمون الفوضى ديال المعقول. كانوا كيتخاطفوا داكشي اللي كانوا كيديروا. غنعطي بعض لي زيكزومبل اللي كنت نشوف انا بعينيا. كتدخل طوموبيل دور ولا فورد ولا كبيره، تدخل الساتيم ارونديسمون، كيكونوا فيها 5 و 6 و 7 بوليسيير انتيريور، لانها كبيره، اون غروند فواتور. كينزلوا تيحلوا الكفر، تلقى فيه 1 و 2 و 3 الناس منوطي، ودير لهم الكابيش على راسهم ولا 5 داخلين فيها كلهم. تنزلوهم تيدوهم اللي كونفيوجولي لا بوليسيون اللي يمكن في لي جول. ما تيعمروا لا بيد غازافيو، ما تيسجلوا حتى شي اسم. اللوجيست ديال غازافيو كان عندي في ذاك البيرو، ما عمرش حاجه تسجلت فيه. كل نهار بحالكم اللي كيجيبوه تيبقى كلكو جور ولا 2 سيمين ابوبري في ماتش. اليوم تيجوا تيعطوه قطع صوتي بس غير الغوط ديالو ما كاينش كيهضر معاهم، ما كيقولوا واش كديروا ولا ما كاينش الفوضى حتى لحد. بحال داكشي اللي كنا كنشوفوا في السينما في لاهور سوفاج، ولا بحال داكشي اللي كاين غير فوضى لحد. هذا البيريود كان قلت تيخدموا دروسهم، شحال الاختطافات كانت، وشحال ديال القتيلين، وشحال ديال لي رونسون، وشحال ديال بزاف. وكانوا كلهم تيمشيو بزاف البوسوير. ديك الساعه بوسوير كان بوسوير قديم ديال المدينه القديمه، وكان بوسوير جديد ديال البطاريه الحفاري. هذا كان كبير بزاف.
كتلقاهم ديما غير في هذا البور ديال مثلا الحفاري ولا بوسوير ديال المدينه. في هذا البيريود ديال 56 60 وقعوا بزاف ديال الجرائم كبار في الميدان السياسي. الضحيه ديالهم كان الاغلبيه الساحقه ديال لو بي دي اي، لو بارتي ديمقراط انديبوندون، لانه ديك الساعه كانت لا ميليس ديال الاستقلال، لا ميليس ديال الاستقلال، وكانت بوتيت ميليس ديال البي دي اي، وكانت الميليس ديال اليو ان تي، نقابه اليو ان تي. هاد لي ميليس بيناتهم كان الحرب على الجد كان، ولكن كانت لا ميليس ديال الاستقلال كانت تري افونتاج، لان عندها لافونتاج ديال لا بوليس اللي كانت تقريبا كلهم من الاستقلال. لو تزاوي من جا كيدخلوا كلشي كلشي تقريبا ديال الاستقلال. والسيستم ارونديسمون اللي فيها دوك لي كريمينال ديال لا بوليس بوليتيك كلهم كانوا في حيز الاستقلال، ما قبل ما يدخل لا بوليس، يعني ديما تيعرفوا على الاستقلال محسوبين على الاستقلال. هاد الكريم اللي كانوا وقتها هذاك الوقت، اللي كانت عليها لا بيريود 56 60 سي دو بيريود نوار، لي زيبيراسيون على الجد، لي اساسينا، لي زونليفمون، لي ديسباريسيون، وقتها هذاك الشيء كثير في لابريس. في هذا الوقت هذه كان ديك الساعه في 59 تاسس الحزب ديال اليو ان اف بي، ليون ناسيونال دي فورس بوبولير، اللي تاسسو هو الزعماء اللي على راسهم مهدي بن بركه، عبد الرحيم بوبيل، عبد الله ابراهيم، لطفي، لائحه طويله. هذو كلهم كانوا من حزب الاستقلال، يفورمي لا غوش ديال لو بارتي. منين غادي يقرروا باش غادي يفون كريي نوتر بارتي، غادي يخرجوا يديروا سيسيون في الاستقلال ويفون كريي لو بارتي يو ان اف بي. شي en septembre 1959. 3 mois après غادي يديروا واحد سيتي لو بروميي اتونتا مالادروا كونتر لا في دو برانس ليتي مولاي حسن. هادشي على حساب المعلومات اوفيسيال، اللي في الحقيقه هذا علاقه لهذا الشيء. هذا لو كو مال بريباري اي مال اكزيكوتي، تاي مال اكزيكوتي، غادي يمبليكيو فيه دي ريسبونسابل دو هو نيفو ديال اليو ان اف بي. على تيت محمد البصري، الفقيه محمد البصري، اللي كان ديك الساعه ديريكتور ديال الجريده ديال الحزب، الجريده ديال الحزب ديال اليو ان اف بي، الشاقه الرسميه ديالها، وكان رئيس التحرير اللي معاه هو عبد الرحمن لطفي. هاد غادي يشدوهم هما بجوج، وغادي يشدوا واحد تقريبا اون ديزين ديال دوطر زيليمون ديال دي زونسيان ريزيستون، فيهم واحد اللي كان هو لان دي كرون ريزيستون كان المكتبات عليه، دار فلوس في الاستقلال وقت الحرب. في الاستقلال ما فيريان ديتو، دار واحد العدد ديال لي مليون في الاستقلال. هو بن حمود الفخري. بن حمود الفخري ايت ان جون فويو ديال درب غلف وديال المعارف. كان عنده قهوه ديال الشرب في المعارف، وكان عنده لي كوميرس نوار في درب غلف. هذا بن حمود كان يقلبوا عليه، هو غادي يغبر واحد المده حتى غادي يلقاوه. بقاو تيقلبوا عليه لا بوليس ديال الساتيام، من جابوه شدوه في الساتيام واحد كلكو سومان، ابروبو دو كلكو سومان دو ديتونسيون سيريو ديتو. ما كانش ديك الساعه حتى واحد ما كيدير في القانون، يقول لك ما تشدش 48 ساعه، ما كانش كيدير في القانون ديك الساعه. البوليس ديال الساتيام كلهم لا بليبار ليتري ولا وخاو تيجرو ما تيدوش في القانون تاعو حتى شي اهميه. يشدوا الناس بوندون كلكو جور، بوندون كلكو سومان بارفوا، ما كاينش 24 ولا 48 ولا 24 ما كايناش. الوغ هذا بن حمو مع شي واحد اخرين صحابو غادي يديروا لهم هذوك مونتي دو توت بيس ولي زيليميني. يديروا لهم ان بروسي تري اكسبيديتيف، غادي يصربوهم ويحكموا عليهم بالاعدام، 3 ولا 4 ما عرفت. وفعلا غادي يعدموهم. هذه القضيه هذه دارت واحد الجا، لانه ديك الساعه اللي كان كيديريجي لا بوليس بوليتيك وهو البرانس ليتي مولاي حسن. هادشي في الوقت ديال محمد الخامس. محمد الخامس كان كيتذاكر مع وزير العدل ديك الساعه بوحنيني، ماشي فسولو على هاد لافير، قال لي دير هاد لافير ما ديروش يعني با كلير. في هاد لا بيريود ديال 56 60 كانوا دي بوليسي فرونسي اختصاصيين في المصالح السريه لقاو في المغرب دون لو كادر ديال لاسيستونس تكنيك كي تي بريفي بار دون لي زاكور ديال ليكس. هاد لي بوليسي اللي كانوا تري كومبيتون نورمالمون، هما اللي كانوا خصهم يورغانيزيو لا بوليس بوليتيك وديريجوها. محمد الغزاوي لي زانليسيو لاتوش بعدهم وكيتخلصوا عايشين بحال راهم اون فاكونس، ولكن كيكتبوا تقارير، عندهم دي زانفورماتور اللي كيجيبوا المخبار في تو سكي سباس في المغرب، كيكتبوا لي رابور ديالهم وكيدفعوهم للمدير الامن اون كوبي، ولو برانس ليتي مولاي حسن اون كوبي. لا كوبي اللي كيدفعوا للمدير الامن ايتي تو سامبلومون كلاسي كوكو بار دون لي كارطون، دوك لي بواط اللي كانوا عند الغزاوي في المكتب ديالو مع المكتب ديالو اللي كانوا فيه مخلطين مع الوراق ديال الشركات ديالهم. هذاك كان كيعمل الوراق ماشي كيديروا في الكارطونات، شي 5 6 كارطونات كبار نيت. الوغ دون سي رابور هادي لي زوفيسي فرونسي ديال ديك الساعه لو سدك لو سيرفيس دو دوكيمونطاسيون اكستيريور اي دو كونتر اسبوناج، هادو كانوا في المغرب ما بين 56 و 60. هادي رابور ديال هاد لي زوفيسي فرونسي هما اللي فيهم دي ديتاي كونسيرنا هذا لو بروميي كومبلو مال بريباري اي تري مال اكزيكوتي. كلكو زاني ابري من بعد في الكاب 1 60 وتعينت انا بارمي لي بروميي اللي كانوا في كاب 1. جيت انا مع الكولونيل مارتان باش خدينا المكتب ديال الغزاوي في دار الامن اللي عاد فيه الجنرال، عاد فيه الكولونيل وفقير محمد وفقير مدير الامن الجديد في موا جوان 1960. جينا اللي عنده البيرو دينا هذوك لي كارطون اللي كانوا محطوطين حتى واحد ما عرفوا ديالهم، اون كونسي بينا هو سيتي لي زارشيف ديال لي سيرفيس سيكوري ماروك. دينا هذوك كارطونات الكاب 1 ديك الساعه السكيل دو كاب 1 يفوني ديتا كريي افيك لاريفي وفقير اي لاريفي ديال ليكسبير امريكان.
كانوا ثلاثه، كان لو كولونيل مارتان، كان لو كولونيل سكوت، وكان لو كولونيل سميث. لو كولونيل مارتان est une copie conforme de l'acteur français, je ne me rappelle plus le nom là-bas. Le colonel Scott, une copie conforme de l'acteur français, Michael Landsal. Michael Landsal. Ou le colonel Smith, à peu près بحال ستيف ماكوين. Le colonel Martin qui jouait l'acteur يلعب بزاف الافلام منهم لو فيو فيزي، مشهور به هذا الفيلم. Alexandre le Bienheureux، هو اللي يمثل فيه. هذا كونفورم مع مارتن. Alors avec la création du Cap 1, en 1960, on va découvrir dans ces rapports écrits par les officiers français du SDEC ان هو كنلقاو كاع لي ديتاي ديال لي كريم اللي وقعوا، كاع المسائل اللي خارجه على القانون اللي بدات في 66. دابري سي ارشيف ديال لو SDEC فرونسي او ماروك، غادي يكون وقع في هاد البيريود ديال 4 ans ابوبري واحد 300 اساسينا ديسباريسيون و ابوبري 1500 enlèvement séquestration disparition. هادشي كله وقع في هاد البيريود 56 60. في الوقت كيفاش وفي هاد البيريود دابري لي ارشيف ديال لو SDEC او ماروك كان لا CIA كانت كتبت un rapport محمد الخامس. Il lui conseillait, avec la création de l'UNFP en 59, le régime n'était pas stable. L'UNFP c'est un parti très populaire en Maghreb. Les dirigeants des colons populaires. Ils avaient conseillé, et la CIA, les experts de la CIA avaient conseillé au roi, à propos de la CIA, il existait au Maroc depuis 1948. La CIA avait son siège à la ville de Kenitra, à 35 km de Rabat. Et ils avaient fait parvenir un rapport secret au roi Mohamed V pour lui signaler ce qui se passe dans le pays et pour lui demander de s'organiser en conséquence pour faire face à la situation. Suivre la fin des années 59, donc 2 mois à peu près, 3 mois après la création de l'UNFP. Les services du Mossad, les services secrets israéliens du Mossad, qui existent au Maroc depuis 1948 également, avaient conseillé et qui étaient bien infiltrés à l'intérieur du palais royal, surtout auprès de la reine-mère. Ils avaient conseillé au roi Mohamed V de réorganiser ces services secrets et de désigner à leur tête des hommes plus compétents que l'équipe de Mohamed Razaoui. Mohamed Razaoui, comme je l'ai déjà signalé, Mohamed Razaoui, quand il avait été désigné par Mohamed V à la tête de la sécurité nationale, c'était pour durer une longue période. ماشي باش يبقى غير 4 سنين وشي بحال. الملك محمد الخامس كيخمم كيفاش غيدير باش يقول محمد الرزاوي غتمشي لهاد البوست، عينو بريزيدون ديريكتور جينيرال ديال l'OCP. Un poste beaucoup plus important كيمشي فيه مليار دي مليار. عين الرزاوي على تيت دو l'OCP وعين وفقير en 1960 على تيت de la DGSN. En même temps, جاو des experts américains le Cap 1 pour l'organiser. في هاد لا بيريود دو كاب 1 غتبدا من 60 وغتمشي حتى 73. في هاد لا بيريود لي زاميريكان داكشي اللي علمونا هذيك الساعه لا بروميير بروموسيون، تعلمنا عندهم الشيء الكثير في هادشي ديال لو رونسينيمون. تعلمنا كيفاش نتبعوا الاحداث السياسيه والنقابات، كيفاش نستعملوا لا تكنيك ديال لي زونديفمون، لا تكنيك ديال لا تورتور، لا تكنيك ديال لي ديسباريسيون الكادافر، واحد العدد ديال الحوايج اللي هما تعلمنا لي زوبيراسيون تكنيك، يعني كيفاش تدخل لواحد الدار لواحد الفيلا، كيفاش تحل لي كوفر فور، كيفاش دير سيرفيونس، كيفاش دير دي فيلاتور، كيفاش تحل دي كوفر، تصور دي دوكيمون بلا ما تخلي لا طراس. يعني ان تا دو ميسيون سكريت اللي تعلمنا من السي. هذه لا بروميير بروموسيون ديالنا حنا سي باسي في 1960. من بعد فاش كملنا هاد ستاج ديال لا فورماسيون تعينوا لي ديبارتمون. لي زاميريكان هما اللي عطاوهم الفوفير يعني اللي جاو سقلهم الملك محمد السادس الخامس وسقلهم مولاي حسن. هاد لي زاميريكان ثلاثه الكرون شيف ديالهم هو الكولونيل مارتان. هاد لي زاميريكان قسموا لي سيرفيس سكري au niveau central en 6 départements, au niveau régional en 6 brigades de sécurité. Les brigades de sécurité كانوا كيسموهم les BS. Au niveau central là-bas, les 6 départements qu'ils ont créés, le département le plus important de très loin de Cap 1, هو la contre-subversion. عينوا عليه dans sa tête à la seule compétence ديالو محمد العشاشي. Il était à l'époque commissaire principal. داروا département du contre-espionnage. عينوا عليه à sa tête à la seule compétence ديالو. علي بن تايلة داروا le département des opérations techniques. علي بن تايلة كان ساعتها هو commissaire principal. Le département des opérations techniques كان à sa tête عبد الحميد السوس هو commissaire principal. Le département Rabat, c'est le département des affaires générales qui avait à sa tête Ahmed Ben Abdallah, le commissaire principal. Le département des sécurité avait à sa tête le commissaire principal Badardin Ben Noula. Et le département administratif et financier avait à sa tête au moment de sa création le commissaire Skirj. Il avait un département, c'était un département à 3 têtes. Il y avait le commissaire Skirj, il y avait Abdelhak Rachachi, le commissaire Abdelhak Rachachi, et il y avait le colonel Ahmed Lemi. Au début du Cap 1, pendant les 2 premières années, il y avait au département administratif et financier سكيرج اي عبد الحق الشاشي. 63 حاجه ليمي تمام. كانت ليمي كان كوموندون وعطيهم الكراد ديال كوميسير برينسيبال. الكراد ديال الفامي كوموندون. Alors هذه 6 départements تاعهم في الكاب 1 qui avait comme siège ça un grand immeuble situé في quartier حسان. Alors هنا هذا الشيء au niveau central.
les colonels américains, le colonel Martin, تعين في ولي عين راسه في الديبارتمون de la contre-subversion. هو de loin, de très loin, le département le plus important du Canada, مع محمد العشاشي. Le colonel Scott تعين في le département du contre-espionnage مع علي بن تايلة. Le colonel Steve تعين في le département des opérations techniques مع عبد الحميد السوس. هذه l'organisation au niveau central. Alors, l'organisation au niveau régional. Il y avait 6 brigades de sécurité. Il y avait la première brigade de sécurité, bien Marrakech, qui est Casablanca plutôt, qui avait à sa tête Jamil Hossein, qui était à l'époque officier de police adjoint au PA. كان معاه un autre officier ما كنتش عاقل سميتو مثلا نتفكرهم نقولوا. كاين la brigade de sécurité de Marrakech, la BS, brigade de sécurité de Marrakech, qui avait à sa tête l'officier Hamouda, Moujdi, originaire de Oujda. Il y avait le département, il y avait la brigade de sécurité, la BS, de Bni Mellal, qui avait à sa tête, j'ai perdu de mémoire le nom, mais je vais en parler en tout cas. La BS, la brigade de sécurité de Fès, qui avait à sa tête Hamida, l'officier Hamida Ibn Abdillah, Hamida Ibn Abdillah, Oujdi également. La brigade de sécurité de Oujda, qui avait à sa tête Mohamed Soussi, un officier de police, Mohamed Soussi. Il était négligent, de petite taille, mais il était efficace. Et enfin, il y avait la brigade de sécurité de Tétouan, qui avait à sa tête un officier, Charibi. Dans ces départements, dans ces brigades de sécurité, les 6, le Maroc était couvert en entier. Au niveau central, il y avait 6 départements. Et au niveau régional, il y avait 6 BS. BS, c'est brigades de sécurité. Le Cap 1 en général était dominé par le département contre-subversion, à 70% à peu près, et même un peu plus. Les autres départements, c'est un don 30%. Mais le département de la contre-subversion, c'est un don 70% et même plus. À l'époque, les activités du département de la contre-subversion n'étaient pas limitées au territoire national, parce qu'on faisait des missions à l'extérieur du Maroc, notamment en Algérie, en Tunisie, en Libye, au Proche-Orient et en Europe, en Espagne, en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Suisse. Le département de contre-espionnage était exercé également à l'intérieur du pays pour surveiller les ambassades et les consulats, et il exerçait également à l'extérieur du pays pour faire de l'espionnage. Le département des opérations techniques travaillait en collaboration avec ces deux départements, c'est-à-dire avec la contre-subversion et avec le contre-espionnage. Avec la contre-subversion, à plein temps, presque tous les jours, il collaborait à plein temps. Et avec le contre-espionnage, il collaborait 20%, un peu plus de 100 ans. Les autres départements, notamment le département des affaires générales, le département sécurité, le département administratif et financier, exerçaient surtout au Maroc, au niveau national. L'effectif du Cap 1, qui était au départ estimé à 300 policiers. Tous ces policiers avaient été choisis par dossier, par des GSN, ils avaient été formés par des stages de formation à l'intérieur du Maroc, et ils avaient été formés par les 3 experts de la CIA. Ces 300 policiers avaient été choisis normalement en fonction de leurs compétences. Mais dans le Cap 1, il y avait, parce qu'on va découvrir par la suite, en 1967, qu'il y avait au Cap 1, il y avait plus de 1000 policiers. Plus de 1000 policiers, c'est incroyable à l'époque. Il y avait 300 qui travaillaient et 700 qui étaient... C'était des policiers qui étaient à la charge de la fonction publique, mais qui exerçaient autrement. Il y avait des qui exerçaient dans les fermes, il y avait qui collaboraient, qui travaillaient dans les maisons de frères, dans les maisons de cliniques, dans les fermes de frères, dans les fermes de cliniques, etc. Et tous ces policiers avaient été recrutés en échange de 3, 4, jusqu'à 5 millions de centimes. On allait découvrir tout ça à la suite de l'explosion du Cap 1, après l'affaire d'Ambaka. Les conséquences de l'affaire d'Ambaka sur le Cap 1, c'est l'affaire d'Ambaka qui avait débuté à la fin octobre 65, et qui s'est prolongée avec les 2 procès jusqu'en 67. En 67, on est passé au Cap 1 clandestin, parce qu'avant, le siège du Cap 1 était situé au 5 bis rue Moulay Idriss. 5 bis rue Moulay Idriss. C'est une rue parallèle avec le plus grand boulevard du Cap Hassan, qui partait de la sûreté régionale et qui allait tout droit jusqu'à la sortie de la ville pour aller à Salé. Dans le département de la contre-subversion, là où j'ai exercé toute ma vie presque, on était tous des jeunes. Même toutes les 300 policiers du Cap 1, on n'avait pas plus le même âge. Les plus vieux d'entre nous étaient nés vers 1935 ou 1934, et les plus jeunes étaient nés vers 1942. Moi, je suis né en 1939, j'étais parmi les jeunes, parce qu'il y avait les plus jeunes que moi qui avaient le département. Il y avait Hamid Ajdain, un Oujdi, né en 42, c'est tout. Le reste, ils étaient plus âgés que moi. Mohamed El-Chachi est né en 1936. Abdelhak El-Chachi, son frère, est né en 1934. Le plus vieux policier qui était avec nous, à la contre-subversion, c'est Mohamed Mistaoui, né en 1934. Dans notre département, c'était la contre-subversion, on était au premier étage,
on avait toute la façade qui donnait sur la rue Mouridès. Il y avait un secrétariat confié à Touria Soussi, mademoiselle Touria Soussi, originaire de Tanger. On avait tous nos bureaux communs, à part Mohamed Achachi, qui avait un grand bureau avec coffre-fort, avec tout le confort. Nous, on avait 2 bureaux communs, pour nous tous. À l'époque, je faisais partie parmi les plus proches collaborateurs de Mohamed Achachi. Les plus proches collaborateurs de Mohamed Achachi.